Très bien. Bon, je vais couper la caméra, ça vous dérange pas? Enfin bon, de toute façon, à la rigueur, c'est pas très grave puisque je vais plutôt présenter le PDF. Ok, alors faut que je fasse l'appel, je ferai l'appel au milieu de cours, on va dire. Savoir s'il y a d'autres gens qui se connectent entre-temps. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler, donc on a parlé de calculabilité et de décidabilité. Donc c'était un cours, on va dire, plutôt théorique euh, sur l'informatique. Alors aujourd'hui, on va continuer justement, donc il faut commencer à la page, la diapositive 5. Je vais parler justement de paradigme de programmation. Donc je vous invite à récupérer le PDF. Je vous ai mis un PDF là, donc dans la visio. Il faudrait que je le mette également sur Pronote. Je vais peut-être aller le mettre tout de suite d'ailleurs. Parce que s'il y en a certains justement qui veulent aller voir et prendre la même chose sur Pronote, ça sera peut-être plus simple. Et donc je vous invite à suivre là-dessus. Tac, tac, tac. Donc je le mets sur Pronote. Alors le cours n'est pas terminé, vous verrez, parce qu'il y a à la fin, il y a une histoire on va parler de Python, mais ce sera pour un petit peu plus tard. Donc je ne vous mets pas cette partie de cours, parce que pour l'instant, je veux pas que je veux pas que vous regardiez ce qui est écrit là-dessus. Alors, tac. Voilà, c'est sur Pronote également. Donc comme ça, tout le monde peut voir. Donc je vous invite à suivre. C'est bon, vous arrivez à suivre sur le PDF? Bonjour Imran. Je suis content de vous voir Imran. Je vous demanderai de rester à la fin de l'heure s'il vous plaît Imran. Je voudrais avoir une petite discussion avec vous d'ailleurs à ce propos. Ok, donc je vous invite à récupérer le PDF Imran. Il est sur Pronote et là sur Big Blue Button, l'application pour faire la webconférence. Ok. Bon, allez hop, c'est parti, je vais parler de paradigme. Alors, on en a déjà parlé un tout petit peu pendant l'année, donc vous connaissez un certain nombre de paradigmes. Et un des objectifs justement du programme, c'est que les étudiants, donc c'est-à-dire vous, les élèves, que vous connaissiez un petit peu autre chose que les paradigmes de programmation les plus classiques. Alors, je vais m'expliquer justement sur les plus classiques. Donc, les langages de programmation, en fait, on a différentes approches, c'est ça le principe de paradigme. Donc, nous, pour l'instant, les langages qu'on a utilisés, comme Python, etc., ce sont des langages qui utilisent une logique procédurale. Qu'est-ce que ça veut dire une logique procédurale? C'est-à-dire qu'on a une liste d'instructions, si on regarde comment on écrit un programme ou comment on écrit un algorithme, on a une liste d'instructions et que justement ces instructions, elles détaillent donc les opérations que l'ordinateur doit appliquer aux entrées du programme. Donc ça c'est, en fait pour l'instant, on connaît, alors je dis bien quasiment, mais quand je vais parler de programmation, en fait ce que vous connaissez c'est des logiques procédurales. Donc là, comme exemple, c'est Python ou encore les interpréteurs de commandes Unix qu'on a déjà un petit peu rencontrés au fur et à mesure des cours de NSI, sont des langages procéduraux. Il y a un deuxième langage qui utilise un autre paradigme et qui s'appelle des langages déclaratifs. Donc, quand on a un langage qui est déclaratif, c'est très différent. En fait, on ne va pas décrire directement comment effectuer telle ou telle partie de programme. On va juste écrire une spécification du problème. Et en fait, l'implémentation du langage, c'est elle qui va justement se charger de réaliser les calculs nécessaires.
Et en l'occurrence, on n'impose absolument aucune méthode par rapport justement à la manière dont le langage va répondre au problème, à la spécification du problème. Donc on n'en connaît pas beaucoup, on l'a pas beaucoup, enfin on l'a pas beaucoup manipulé, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est pas le langage qu'on a le plus utilisé très clairement, mais le langage SQL est justement un langage de type déclaratif. Donc on écrit une requête, c'est-à-dire ce qu'on veut récupérer, et en fait c'est le moteur SQL derrière qui va se charger justement d'aller interroger les tables de la manière qui l'intéresse. On ne précise absolument pas justement la manière dont on va aller parcourir les tables et ce genre de choses-là. Okay, donc ça c'est un deuxième paradigme différent, qui a des avantages d'ailleurs. Le troisième paradigme qu'on a rencontré, c'est la programmation orientée objet. Donc là, c'est une grosse partie justement du programme de terminal, où l'objectif est de faire un maximum de programmation orientée objet. Alors, le principe de la programmation orientée objet, c'est qu'on a donc des objets avec un état qui est interne, et donc on va avoir des méthodes qui vont agir justement ou interagir sur cet état interne des objets. Alors, nous, on a utilisé Python pour faire de la programmation orientée objet. Alors Python, c'est un tout petit peu particulier parce qu'en fait, on peut faire, il est multiparadigme. Donc là, je ne parle pas de Python, justement, comme exemple, mais si vous voulez des vrais langages objets, purement objets, Smalltalk en fait partie, et Java, justement, attention à ne pas confondre avec JavaScript, mais le langage Java, lui, est un langage orienté objet. Donc tout ce que vous faites en Java, ce sera orienté objet. Donc C++ et Python, justement, ils permettent de programmer en objet, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. D'accord ? On a utilisé Python jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à avant la terminale, sans nécessairement utiliser le paradigme objet. Alors, il existe un autre paradigme, il en existe bien d'autres en réalité, puisqu'il y a la programmation logique, il y a plein d'autres choses, mais il y en a un qui est important, je pense, à présenter à vous, futurs élèves d'informatique. C'est la programmation fonctionnelle. Donc j'en ai déjà parlé un tout petit peu au cours de l'année. Alors, la programmation fonctionnelle, on est dans un paradigme de programmation de type déclaratif, donc qui considère le calcul en tant qu'évaluation de fonctions mathématiques. Alors, tout de suite, je vais faire un commentaire ici. Très souvent, en fait, quand j'explique les fonctions en cours, je peux faire des parallèles entre les fonctions informatiques et les fonctions mathématiques. Alors quand on dit fonctions mathématiques, le seul problème c'est que vous en maths, vous ne connaissez que les fonctions d'une variable réelle en général. Exceptionnellement, dans certaines situations, on a des fonctions de deux variables. Je dis bien exceptionnellement parce que c'est quand même assez rare. Mais c'est vrai qu'une fonction au sens des maths, c'est beaucoup plus proche justement de ce qu'on peut avoir d'un point de vue de la programmation. Et donc l'idée du paradigme fonctionnel, c'est tout simplement d'utiliser tout le bagage qu'on peut avoir, le bagage théorique, mathématique, sur justement les fonctions. Donc ce bagage, il est très important, il y a énormément de notions justement qui sont utilisées en maths, alors, je ne vais pas les détailler ici, mais le premier avantage, en fait, d'avoir cette idée-là, c'est de pouvoir avoir une qualité de pouvoir utiliser tous les outils, justement, qui existent au niveau des fonctions. Alors, en soi, ça paraît très prometteur, mais en fait, il faut réfléchir un tout petit peu à quelles sont les conséquences, on va dire, d'un tel paradigme. Alors, le principe, c'est justement... on n'a pas de changement d'état. Et donc la mutation des données ne peuvent pas être représentées par des évaluations de fonctions. Je vais prendre un exemple très simple, c'est que si vous faites une affectation x égale 1,
c'est très compliqué justement de voir ça en fait sous forme de fonctions mathématiques. Donc ça va sous-entendre que on va programmer en fait d'une manière très différente de ce qu'on peut avoir l'habitude de faire et de ce qu'on a l'habitude de faire de manière globale. Ok? Justement, alors pour anecdote, dans certains jurys de concours, il est très souvent mentionné le fait que les élèves, justement, ne soient pas du tout à l'aise avec cette programmation fonctionnelle. Donc c'est vrai que vous allez voir, enfin c'est mon objectif en tout cas, c'est d'essayer de vous faire comprendre un tout petit peu comment ça marche. Donc ça va se faire en 2 étapes. Aujourd'hui là je vais parler un peu de cours, mais ensuite je vais vous présenter un langage particulier qui permettra justement de faire de la programmation fonctionnelle, qui s'appelle Camel. Ce langage, il est utilisé a priori dans le supérieur, notamment en classe préparatoire. Je crois que c'est au 2e semestre de première année, quelque chose comme ceci. Et voilà, donc le travail, ce que je vous présente honnêtement ici, alors les paradigmes, c'est dans le programme, ça c'est pas un problème. Présenter le langage Camel, c'est, on va dire, on pourrait considérer ça hors programme. Mais c'est pas complètement hors sol, on va dire, puisque dans quelques mois, ceux qui seront dans le supérieur, vous allez justement travailler sur Camel. Donc ça sera la première étape d'utiliser un langage. Alors, le langage Camel n'est pas obligatoirement fonctionnel, mais je vais essayer de vous présenter les parties qui nous intéressent, à savoir comment faire de la programmation fonctionnelle, purement fonctionnelle, en Camel. Et la deuxième étape, ce sera de revenir au langage qu'on connaît, à savoir Python. Et donc la démarche sera un tout petit peu différente. Ce que j'essaierai de vous montrer, c'est comment transformer en réalité ce que vous avez l'habitude de faire, des programmes basiques en Python, de le programmer, comment transformer justement ces instructions pour que ça respecte la programmation fonctionnelle. Et je trouve que c'est très très instructif sur la manière de concevoir différemment les programmes. Voilà, donc ça c'était un petit peu pour le plan, on va dire, global de ce que je vais raconter aujourd'hui et dans les séances suivantes. Voilà, donc je reviens à ma programmation fonctionnelle d'un point de vue théorique. Donc en programmation fonctionnelle, on n'a pas justement de modification d'état. Ok. Donc l'accent est mis essentiellement sur l'application des fonctions. Donc vous en êtes rendu compte d'ailleurs au fur et à mesure justement des TP et de tout ce qu'on a pu faire. C'est que la notion de fonction, c'est vraiment la notion centrale justement de la programmation. Et d'ailleurs, c'est la notion qui est au final assez compliquée à enseigner, on va dire. Voilà. Alors, je vais passer à la diapositive numéro 6, pour ceux qui suivent. Alors, d'où ça vient justement ce langage fonctionnel? Donc, un langage fonctionnel, c'est un langage de programmation dont la syntaxe et les caractéristiques encouragent la programmation justement fonctionnelle. Donc, l'origine, en fait, on le trouve dans le lambda calcul. Donc, si vous regardez, alors, au passage, ce que je raconte n'est pas en lien direct avec la partie grand 1, justement, de ce cours, sur la décidabilité et la calculabilité. On est vraiment dans un autre domaine. Ici, on s'intéresse vraiment au langage, donc c'est autre chose. Mais on est quand même dans des notions d'informatique théorique, donc c'est pour ça que je l'ai regroupé avec cette partie-là. Et si vous regardez justement la page Wikipédia du lambda calcul, là je vous ai mis un lien, vous allez retomber en fait sur une personne dont on a déjà parlé, à savoir Church. Donc on a déjà parlé de lambda calcul, donc voilà, c'est pas complètement absurde de lier, en fait de regrouper ces deux parties-là dans un cours. Donc le premier langage fonctionnel, c'était Lisp, et effectivement c'est celui qui est, on va dire, le fondateur de cette programmation fonctionnelle. Donc ça a été créé en 1958 par McCarthy.
Et donc, on a un certain nombre de variantes depuis. Donc, il y a Scheme, Common Lisp, donc ça reste du Lisp, hein. Alors, sur ces programmes, sur ces langages, pardon, donc ils sont pas ou peu typés. Alors, quand je dis pas ou peu typés, ça veut dire que c'est par rapport aux variables. Alors, pour l'instant, bon, je n'insiste pas là-dessus parce que justement, c'est quelque chose d'un petit peu plus compliqué à comprendre. Donc aujourd'hui, des langages fonctionnels plus récents, ML, Haskell, OCaml, qu'on va pratiquer, et puis je vous en ai donné quelques autres, justement, d'un point de vue historique. Alors, donc les personnes qui conçoivent des langages de programmation, l'objectif, c'est que quand on écrit un langage, eh ben, on va choisir justement de privilégier plus ou moins telle ou telle approche. Donc effectivement, suivant le type de paradigme que vous pouvez obtenir, que vous pouvez imposer, on va dire que l'écriture des algorithmes peut être plus ou moins compliquée également. Alors, certains langages sont multiparadigmes, justement, vous connaissez hein, Python, c'est effectivement le cas, et qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend qu'à l'intérieur d'un même projet, vous pouvez avoir justement plusieurs parties qui sont, on va dire, qui respectent des paradigmes différents. Alors, vous en êtes pas rendu compte à l'époque où on l'a fait, mais quand on a implémenté la première fois les routines élémentaires sur les listes piles et fils, si vous regardez un tout petit peu ce qu'on a écrit, ou en tout cas suivant comment vous l'avez programmé, on a respecté justement le paradigme fonctionnel. Okay, notamment quand on l'a fait sur les tuples. Donc ça, c'était vraiment au tout début de l'année. Quand on l'écrit sur les tuples, on respecte le paradigme fonctionnel. Ceux qui utilisaient les listes, typiquement avec des append ou des choses comme ceci, et ben le problème, c'est que on ne sait pas si les méthodes que vous utilisez respectent ce paradigme fonctionnel. Donc là, c'est un peu plus délicat. Voilà, alors ça c'était une présentation, on va dire, globale. Maintenant, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail de la programmation fonctionnelle. Donc avec, bon, là je vais reprendre ce qui était expliqué un tout petit peu avant. Mais l'idée, donc, quand on commence à faire de la programmation fonctionnelle, l'objectif c'est de décomposer un problème en un ensemble de fonctions. Quand je dis ça, en réalité, en fait, c'est une pratique qu'on a déjà utilisée quand on fait un projet ou quand on fait un programme assez conséquent. En général, on décompose justement le problème global en un ensemble de fonctions. Alors, si on veut respecter maintenant le paradigme fonctionnel, ces fonctions, elles doivent produire des sorties uniquement à partir des entrées. Et donc ne possèdent pas d'état interne qui soit susceptible de modifier la sortie pour une entrée donnée. Alors, qu'est-ce que ça sous-entend? Alors, je vais peut-être continuer à présenter cette chose-là, hein, parce que ce sera... Le principe, c'est d'éviter les effets de bord. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un effet de bord? C'est justement la modification, on va dire, de l'état interne de la machine, donc de l'ordinateur. Voilà, donc quand on fait de la programmation fonctionnelle, justement, on s'interdit ces effets de bord. Alors ensuite, je justifierai pourquoi on fait tout ça, hein, parce que ça paraît un peu particulier. Alors, qu'est-ce que ça sous-entend de ne pas avoir des effets de bord? Ça sous-entend que, typiquement, on ne peut pas effectuer d'affectation. C'est ça que ça sous-entend en réalité. L'affectation d'une variable, donc là ici on vous parle de a égale 3 ou c est égal à a plus b, et bien ce genre de choses-là, d'accord, c'est interdit quand je prends le paradigme fonctionnel. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui sont infaisables, mais ça veut dire que si vous l'écrivez comme ceci, vous ne respectez pas le paradigme fonctionnel, et il faudra donc voir les choses autrement. Je vais prendre l'exemple de C est égal à A plus B. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? On est en train de faire la somme de deux valeurs. Donc, plutôt que d'écrire C est égal à A plus B, il nous faudra, par exemple, considérer une fonction somme.
Et donc, ensuite, appliquer justement cette fonction de somme à deux variables et traiter justement, au travers d'une fonction, le résultat, enfin la valeur retournée justement de cette somme. Alors, en fait, c'est quand même compliqué d'éviter tous les effets de bord. Donc, on va dire qu'entre le pur fonctionnel et l'impératif, on va dire qu'on a une certaine, comment dire, latitude entre les deux. Et donc, dans certains, justement, enfin, dans certains langages ou même dans certaines manières de programmer, on va s'autoriser quand même un certain nombre d'affectations tout de même. Mais l'objectif, c'est justement de n'avoir que des variables locales, absolument aucune variable globale, etc., etc. Je rappelle le dicton, hein, les variables globales, c'est le mal. Voilà, donc c'est ce que j'explique ici, c'est ici, hein, donc on va dire différents degrés de pureté en termes de programmation fonctionnelle. Et donc je vais essayer quand même de vous amener vers une programmation. Là, dans les TP que je vais vous faire, j'ai orienté les choses vraiment très clairement pour faire du purement fonctionnel. Hein. Il y a d'autres parties en camel, on peut faire des variables, il n'y a pas de problème là-dessus, mais je ne le présenterai pas parce que c'est pas ce qui nous intéresse là dans cette partie-là. Alors, d'un certain côté, justement, on pourrait opposer la programmation fonctionnelle et la programmation orientée objet. Parce que la programmation orientée objet, en fait, enfin, l'accent est mis sur uniquement la modification de l'état interne de mon objet. Donc c'est le principe, hein, il n'est pas du tout idiot. Hein. C'est pas un problème. C'est pas parce que je vais parler de programmation fonctionnelle ici que la programmation orientée objet n'est pas intéressante. En réalité, on va essayer de s'en servir pour différentes choses. Donc, la programmation orientée objet, on a un objet avec son état interne, et justement, je ne fais que modifier cet état interne. A contrario, la programmation fonctionnelle, je ne modifie absolument jamais l'état interne de ma machine, et donc, à partir de ce moment-là, voilà, on a deux paradigmes qui sont franchement opposés. Ok. Donc là, un petit rappel, en Python, évidemment, on peut combiner ces deux approches. C'est pas du tout obligatoire de faire que du purement fonctionnel. Hein. Alors, maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est, bon, d'un point de vue théorique, on va dire pourquoi pas. La question, c'est quels sont les avantages de faire de la programmation purement fonctionnelle. Et pourquoi, justement, s'interdire cette histoire d'effet de bord, parce que sans avoir des variables et des affectations, ça paraît quand même un petit peu étrange de pouvoir programmer. Alors, la réponse, je l'ai déjà donnée, hein, l'objectif c'est d'utiliser en fait tous les outils qui existent d'un point de vue des maths, mais qu'est-ce que ça peut apporter en termes d'informatique pure, on va dire. Le premier avantage, c'est justement sur la démonstration des algorithmes et des fonctions justement qu'on va pouvoir écrire. Donc, je vous invite à relire une fois de plus le cours d'algorithmique de première. Mais comment on a fait pour démontrer l'exactitude d'un programme? On a utilisé ce qui s'appelle des invariants. L'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a fait ça sur les algorithmes de tri. Et dans les cours que j'ai fait, et les vidéos d'ailleurs que j'ai fait, parce qu'on était en confinement, sur les tris, c'est très facile, du coup ça revient à colorier des cases en vert sur le tableau, on voit à peu près ce qui se passe. Voilà. Donc ces invariants, en fait, ils sont pas vraiment compatibles avec ces effets de bord, et donc utiliser la programmation fonctionnelle permet, ou en tout cas utiliser le paradigme de la programmation fonctionnelle permet d'avoir des démonstrations qui vont être beaucoup plus faciles. Donc ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est cette histoire de modularité, donc qui est marquée dans les programmes de NSI également. Qu'est-ce que c'est que la modularité? L'objectif, c'est de pouvoir, on va dire, enrichir facilement, justement, l'ensemble des fonctions que vous pouvez utiliser à l'intérieur d'un langage de programmation.
Donc nous, on s'en sert essentiellement en Python avec cette notion de bibliothèque. Hein. À chaque fois, on importe. On s'est même créé notre propre bibliothèque sur les dernières fois qu'on a travaillé sur les graphes. Parce qu'on avait besoin justement des piles et des fils. Donc, quand on utilise la programmation fonctionnelle, justement, en fait, c'est beaucoup plus modulaire. Donc, c'est plus simple de spécifier et d'écrire une fonction, une petite fonction qui fait un seul truc, justement, plutôt que de grosses fonctions qui réalisent des transformations complexes. Je vais prendre l'exemple justement de la programmation orientée objet, où quand on a travaillé en objet, en général, vous avez une classe, quand je vais parler des graphes, vous avez une grosse classe avec énormément de choses à l'intérieur. Et alors évidemment, chacune des méthodes, ce sont des petites fonctions, façon de parler, mais vraiment en termes de modularité, justement, la programmation fonctionnelle, voilà, est assez intéressante. Et surtout, le plus gros avantage, vous l'avez vu, alors on l'a vu en début d'année, c'est que quand on parle de fonction, cette notion de récursivité, justement, donc ça viendra nourrir, on va dire, certaines questions de grand oral. D'ailleurs, je ne suis pas allé vérifier, j'irai vérifier tout à l'heure, qui m'a rendu les questions. Donc, quand on parle de fonction, un des très gros outils qu'on utilise, c'est la récursivité, qui est un outil qui est absolument fondamental en informatique. Et, si vous vous souvenez de ce qu'on a fait au début d'année, la récursivité, c'est beau, mais c'est pas magique non plus. Donc ça permet d'écrire des programmes, on va dire, d'un point de vue de la compréhension par l'être humain, donc ça s'écrit très facilement, mais on va dire, le gros souci qu'on peut avoir, c'est des gros problèmes d'efficacité en termes de complexité derrière. Donc ça s'écrit très facilement, c'est beau à écrire, mais derrière, en termes de complexité, c'est absolument catastrophique. L'exemple des suites de Fibonacci étant l'exemple le plus classique. Et justement, la programmation fonctionnelle va permettre, ou en tout cas les langages qui sont purement fonctionnels, vont permettre d'optimiser cette récursivité en termes de complexité. Voilà, donc ça c'est on va dire les deux gros arguments. C'est d'une part, la preuve formelle est beaucoup plus facile, et d'autre part, quand on utilise le paradigme fonctionnel, ça permet justement d'optimiser la récursivité. Voilà, alors, juste, je vais faire une toute petite pause. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que j'ai raconté ? Ah, bonjour Enzo. Je pense que c'est l'occasion de faire l'appel. Est-ce que les gens me suivent encore? Ou est-ce que je parle tout seul? Allô, allô? Ah, ça y est. Oui, non, pas de questions, ok. Donc je mettrai, donc j'enregistre, hein, je mettrai ça sur YouTube et je vous mettrai le lien par derrière. Alors je vais en profiter pour faire l'appel, parce que là je pense que c'est bon. Alors je suis étonné que Timothée et Esteban ne soient pas là d'ailleurs. Alors j'ai peut-être un message sur Pronote. Non. Bon bah tant pis, hein, je vais les mettre absents et puis voilà. Ça va peut-être les faire réagir d'ailleurs. Alors, Anis, non, Ryan c'est bon, Hugo c'est bon. Oui, il est toujours là, Hugo. Imran c'est bon, Enzo, Maxime, Tilan, Jean-Baptiste, Hyacinthe. Ewan, tiens, mais j'ai pas vu Ewan. Timothée, non plus. Esteban, non plus. Voilà. Je vais regarder sur mon téléphone si Ewan...
m'a écrit un message. Donc, a priori, non. Donc, on verra ça après. Bon, alors, s'il n'y a pas de questions, donc ça, c'était pour expliquer un petit peu, globalement, le paradigme fonctionnel. Alors, je voulais regarder aussi quelque chose pendant ce temps-là, tiens, sur l'ordinateur de la régie. Alors, je vais continuer maintenant en vous présentant quelques, on va dire, les grandes lignes d'un langage, donc du langage Camel. Et on va essayer de programmer dans ce langage-là. Donc, parler de paradigme, c'est justement, on va dire, la bonne période pour apprendre un autre langage de programmation, un petit peu différent. Alors, je répète, hein, on peut affecter des variables en camel et compagnie, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas ce que je vais présenter majoritairement. Ok, alors je vais vous montrer également. Alors, je ne sais pas, quand je suis passé sur Pronote, est-ce que vous voyez? Vous ne voyez pas, j'imagine, hein? Non, ok. Donc, je vais peut-être passer autrement. Vous pouvez suivre sur le PDF également, mais je vais plutôt partager mon écran directement. Et ce sera plus simple parce que ça me permettra de faire des allers-retours avec Camel, justement. Charger une présentation. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est dans l'autre sens, là. Vous voyez mon écran, a priori c'est bon. Ok. D'ailleurs, l'affichage du PDF là à l'intérieur de Big Blue Button, c'est pas très pratique. Il faut absolument faire des diapositives. Ce qui n'est pas le cas de mon cours. Ok. Voilà, donc on en est là. Je vais juste aller lancer Camel Light, et c'est ce que je voudrais. Non, il n'y a pas de raccourci ici, il est là. Il a changé d'emplacement. Voilà, donc ça, ce sera pour vous montrer un tout petit peu comment ça fonctionne directement. Ok. Alors, allons-y. Donc, Camel, alors on va pas faire, je vais pas vous présenter la version globale de Camel, on utilisera juste la version light. Ça suffit largement en l'occurrence pour ce qu'on a à faire. Et l'avantage, c'est que, enfin bon voilà, ce sera beaucoup plus pratique. Théoriquement, j'espère que ça va pouvoir être installé sur vos ordinateurs de la région. Alors, donc ici, on a des déclarations. Alors, qu'est-ce qu'on appelle déclaration en Camel? C'est en fait... non, pardon, une définition, c'est une déclaration qui va m'associer un nom avec une valeur. Donc, globalement, bah, ça, c'est ce qu'on appelle une affectation. Et en fait, c'est à la fois une déclaration de variable et une affectation. Donc, on distingue les déclarations globales et les déclarations globales, pardon, et les déclarations locales. Donc, alors, pourquoi j'explique cette chose-là? Vous allez me dire, en fait, c'est justement ce qu'on n'est pas censé faire. Alors, pourquoi je le présente? C'est juste pour vous montrer la syntaxe, en fait, de cette écriture, parce qu'après, on retrouvera cette syntaxe, justement, pour écrire des fonctions. OK? Donc, voilà pourquoi je le présente, mais l'objectif, c'est justement de ne pas utiliser cette instruction-là. Donc, le principe, c'est qu'on écrit let, donc le nom égale une certaine expression. Donc là, je donne quelques exemples. Let x égale 5. Ok, donc on va aller tester directement cette chose-là. Hop, je peux même carrément le copier-coller, je dirais. Donc ensuite, x, alors première remarque, la fin d'une instruction se termine par un double point-virgule. Donc on a déjà rencontré le point-virgule, notamment quand on a fait du JavaScript ou du C. Alors je ne sais plus quand est-ce qu'on en a fait, mais on en a fait une ou deux fois. Ici, la fin des instructions, justement, se termine par un double point-virgule.
Deuxième chose, vous notez que vous pouvez faire des affectations, on va dire, multiples, avec deux noms de variables et de valeurs de cette manière-là. Donc ici, hein, je vous présente rapidement, hein, j'ai donc une... pardon, excusez-moi. Hop, ici j'ai une fenêtre, un éditeur, donc c'est là que je vais rentrer justement mes instructions. Ici j'ai une console, mon terminal, et ici j'ai un historique des instructions. Donc là je colle justement mon morceau de programme. Alors c'est interprété directement, ce sont des scripts, hein. Donc voilà, c'est rentré, on va dire, dans la machine. Ici mes variables sont déclarées. Et je vois un certain nombre d'instructions et d'informations qui se sont affichées, on va dire, dans la console. Ok, donc celle-ci, alors vous avez les 15 instructions en premier, et ensuite vous avez les 4 retours justement de la console, les uns après les autres. Donc ici, x2.int égale 5, ça correspond à cette instruction-là. Ensuite, on lui a demandé x, point virgule, donc il nous affiche la valeur justement de la variable x, donc il nous précise le type également. Donc on peut voir ici que les variables sont typées, hein, on a les int, on a des floats, etc. etc. Donc pi, là, c'est un flottant, donc 3, 14, 159, et ensuite j'ai mes deux entiers qui sont A et B, équivalent 3 et 2. Ok ? Donc vous notez que en CamelLite, justement, on peut avoir ces affectations, c'est pas un problème. Alors moi je vous le présente juste là, et je l'explique, hein, nous n'irons pas plus loin sur ces notions, car les opérations d'affectation ne sont pas purement fonctionnelles. Ok ? Alors, ensuite, de quoi a-t-on besoin justement pour faire de la programmation purement fonctionnelle? On a, alors l'objectif, le Graal, on va dire, à la fin, c'est de faire des fonctions récursives. Donc, fonction récursive, on a besoin d'avoir nos cas d'arrêt, en l'occurrence, et donc on a besoin d'avoir cette structure conditionnelle, if cas d'arrêt, alors blablabla, et sinon, on fait nos appels récursifs. Donc, comment on écrit une instruction, une structure conditionnelle en CamelLite, enfin un Camel tout court? On écrit if, donc ici expression booléenne, then, ensuite on a une première expression, else, une deuxième expression, point virgule, point virgule. Vous notez que, en fait, cette instruction conditionnelle s'écrit en ligne. D'accord? Contrairement, je veux dire, à d'autres langages. Donc on a une seule instruction pour notre instruction conditionnelle. Donc ici, je vais juste, hop, copier, et puis l'exécuter ici. Alors attention, hein, je ne peux pas le... Enfin si, je peux le mettre à la fin. Mais j'ai pas envie de réexécuter les autres instructions qui ont déjà été interprétées. Donc voilà. Donc ici, j'ai bien l'historique et puis le retour justement de mon instruction qui a été correctement interprétée. Voilà, j'ai mon retour qui est ici, tiens. Pourquoi il me l'a écrit là? C'est surprenant. Voilà, ça c'est mieux dans ce sens-là, ça marchera mieux. Ok, donc voilà. Et évidemment, cette valeur, quelle est la valeur de retour? La valeur, c'est 1, étant donné que true est toujours vrai, comme son nom l'indique. Voilà, donc ça j'en ai besoin. Ensuite, j'ai besoin justement d'écrire des fonctions. Alors, comment je vais faire pour écrire des fonctions? Il faut d'abord parler d'expressions fonctionnelles en Camel. Donc ça, c'est pas très compliqué, mais une expression fonctionnelle, c'est constitué d'un ou plusieurs paramètres ou arguments et d'un corps. Elle est introduite par les mots réservés function, donc ça c'est pour les fonctions à un seul argument, et sinon c'est fun pour justement les fonctions à plusieurs arguments. Donc, alors on aura besoin de parler d'expression fonctionnelle parce que c'est la manière justement on en a besoin après pour définir des fonctions. Donc ici, la première syntaxe pour une fonction à un seul argument. Donc function, ici j'ai le nom de mon argument, ensuite je vais mettre une flèche, alors la flèche, attention, c'est le tiré du 6 et supérieur, et ensuite j'écris mon expression, puis les deux points virgule. Donc je vous mets comme exemple ici la fonction, alors j'ai
écrit fonction carré, parce que j'estime que, voilà, d'un point de vue des maths, vous devriez être suffisamment au jus pour comprendre de quoi je parle. Mais donc, c'est la fonction qui, à x, associe justement le carré de l'argument. Donc, pour faire cette chose-là, bah, je vais le taper, hein, function, donc, ici. Alors, mon argument, il s'appelle x, hop, et je lui renvoie x fois x. Hop, terminer l'instruction. Voilà. Donc ici, c'est correctement interprété, et j'ai même la spécification de la fonction. Donc c'est une fonction qui prend en argument un entier et qui renvoie un entier. Notez au passage que, par défaut, il considère justement que l'argument est entier. Deuxième remarque à faire, cette fonction n'a pas de nom. C'est pour ça qu'on appelle ça fonction anonyme à un seul argument. Ok ? Alors, ça me permet justement d'utiliser cette fonction. La question, c'est comment je fais pour l'appliquer à une valeur, puisqu'elle n'a pas de nom. Ben, pour l'appliquer à une valeur, je vais tout simplement mettre cette fonction entre parenthèses. Donc, je vais mettre un espace ici, et je vais lui appliquer cette fonction à une certaine valeur. Bon, je vais prendre 4, dans le cours c'est 6. Mais voilà, donc il me donne le retour de l'évaluation de cette fonction, c'est-à-dire 16. Jusque-là, tout va bien. Alors, pour avoir une fonction maintenant à plusieurs arguments, donc le mot-clé n'est pas tout à fait le même. Au lieu d'avoir function, ce sera fun, tout simplement, qui est la version, enfin c'est juste function un peu plus court. Et je vais lister l'ensemble de tous les arguments les uns après les autres. Je vais mettre ma flèche et ensuite j'ai l'expression de ma fonction. Donc pour l'instant, je prends des fonctions mathématiques, très clairement. Alors en fait, en réalité, quand on parle de programmation fonctionnelle, je pourrais ne faire aucune distinction entre fonctions mathématiques et fonctions informatiques, puisque le paradigme, justement, me dit que c'est exactement la même chose. Ok, donc fun, ça c'est pour plusieurs paramètres. Donc j'en ai x et ensuite j'ai y. Et je vais donc renvoyer 3 fois x plus y. Alors, pour ceux qui font, de toute façon ceux qui sont là, vous faites tous les maths. Je vous invite quand même à faire le parallèle entre ce qu'on est en train d'écrire et la manière dont on écrit les fonctions, justement, d'un point de vue des maths. Alors, je ne sais pas si vous le faites d'ailleurs directement en classe, mais alors je vais juste prendre un petit tableau blanc là rapidement. Non, c'est où? Ok, donc j'ai perdu le partage, c'est normal. Alors, il est où mon tableau blanc? Comment je fais? Ah, Timothée. Bonjour Timothée. Comme quoi j'ai mis l'absence et hop, ça vous a fait venir. Pourquoi vous êtes en retard, Timothée? Si c'est pas indiscret. S'il y a encore des gens qui m'écoutent. Allô? Ah, merci, ça me fait plaisir d'entendre une voix en plus. Je vous écoute, Timothée. Ah oui, 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 exact, exact. Alors peut-être que c'est de ma faute. Euh, alors en fait, j'étais en formation, effectivement, aujourd'hui, vous avez tout à fait raison. Mais les formations sont toutes annulées. Et donc c'est, oui, mea culpa.
Alors, est-ce que je l'avais pas? Il me semble pourtant que j'ai écrit des messages sur Pronote. Le seul problème, c'est que je sais plus à qui j'ai écrit. Suivi des. Si, si, j'ai écrit un message. Alors, attendez. C'est bien sur votre message à vous. Donc, j'avais fait le fil suivi des cours de NSI. Bon, c'est pas très grave, hein. Mais j'avais écrit bonjour à toutes. Les formations ont été annulées. Je ne suis plus absent jeudi. Je ferai donc cours en visio de 8h à 10h. Voilà. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave, Timothée, il n'y a pas de souci. De toute façon, je vous ai enlevé votre absence, vous n'êtes plus absent, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais vous aviez un autre cours du coup? Ok, mais je vois qu'il y a Esteban est là également. Donc tout s'explique. En fait, j'avais mis le message justement pour que vous soyez au courant. Mais bon, il y a beaucoup de messages quand on est en distanciel, c'est toujours un peu compliqué. Et je vais enlever l'absence d'Esteban également. Donc bonjour Esteban. J'étais étonné effectivement de ne pas vous voir, mais tout s'explique effectivement. J'avais oublié que a priori j'étais en formation. Bon, alors j'essaye de récupérer mon tableau blanc. C'est fou cette affaire. Ouais, donc je peux dessiner sur mon truc, mais du coup, vu que j'ai ma présentation, j'ai plus mon tableau blanc. Ok, donc je vais laisser tomber. C'est pas très grave. Donc je voulais juste vous faire remarquer que donc, on est quand même très très proche justement de la notation fonctionnelle, de la notation des fonctions en maths. Excusez-moi. Ok, donc ça c'est bon. Et je vais repartager mon écran. L'autorisation d'accès à l'écran n'a pas été accordée. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous allez valider tous vos vœux d'ailleurs, Timothée, Esteban, Imran, vous êtes arrivé après. Merci. Imran, très bien. Enzo, vous l'avez fait aussi? Ok, très bien. Bravo. C'est votre pépé qui vous remercie. Et bon, je suis désolé, j'ai un petit souci là. Je sais pas pourquoi. Je suis incapable de reprendre la main sur mon. Je peux même pas. C'est dingue cette affaire. Partager une vidéo externe. Bon, je m'en fiche, c'est pas très grave. Euh, Pourtant, c'est moi qui ai le petit logo de présentation. Ça, c'est moins bien quand même. Restaurer la présentation. Et on peut la. Qu'est-ce qu'on peut faire d'ailleurs là-dessus? Alors, je vais peut-être essayer de. Excusez-moi, je vais quitter et revenir.
Voilà. Vous m'entendez? Ok, parfait, merci. Donc ça y est, je peux hop, repartager mon écran entier. Voilà, théoriquement, ça c'est bon. Et donc je reviens de l'autre côté, justement, avec ce que j'étais en train d'expliquer. Alors, donc j'étais en train d'écrire justement une fonction à plusieurs variables en camel. Donc ça c'est bon, ça c'est fait. Vous voyez que donc ça a été correctement interprété. Et même chose pour appliquer cette fois-ci cette fonction à plusieurs arguments. Donc je vais tout simplement la mettre entre parenthèses. Donc ça me définit en fait un bloc. Ça revient à prendre le nom en fait de la fonction. On verra ça après, hein, comment utiliser le nom. Et ensuite je vais lister mes valeurs d'arguments justement avec des espaces. Et donc là, il me renvoie bien 9, à savoir 3 fois 2 plus 3, ça vaut bien 9. Ok? Voilà. Donc ça, c'était pour les expressions fonctionnelles. Maintenant, je vais pouvoir justement définir des fonctions avec un nom, parce que là, pour l'instant, je n'ai pas le nom de la fonction, ce qui est quand même un tout petit peu dommage. Alors, la syntaxe, c'est let. Alors, on retrouve, c'est pour ça que j'ai présenté le principe d'affectation des variables, parce qu'en réalité, en camel, ici, définir une fonction avec un nom, c'est utiliser exactement la syntaxe des variables. Alors, ça s'appelle une définition. Voilà. Donc, je vais écrire let, le nom de ma fonction que je vais choisir, égale une expression fonctionnelle. Et quand je parle d'expression fonctionnelle, ce qui est ici, c'est évidemment ce que je viens de présenter juste avant. Donc, si je veux définir une fonction, la fonction carré, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire donc let, je vais mettre le nom de ma fonction, que je vais appeler carré, égale, et là, ce que je vais écrire, c'est l'expression fonctionnelle pour définir cette fonction. Donc, à savoir, function x, ensuite flèche x étoile x, et deux points virgule, qui est la fin de mon instruction. Voilà, donc là, ça a été correctement interprété, pas de souci là-dessus. Ok? Si je veux définir de la même manière ma fonction de plusieurs variables que j'avais tout à l'heure, si je veux l'appeler f, je vais faire donc f égale, donc fun, cette fois-ci, puisque c'est une fonction de plusieurs paramètres, plusieurs arguments, x, y, flèche, et c'est 3 fois x plus y, point virgule, voilà. Donc là, ici, c'est correctement interprété, il n'y a pas de problème, la fonction est définie, et elle s'appelle donc f cette fois-ci. En l'occurrence, je peux donc maintenant tester d'appliquer justement cette fonction hop, à... Alors tout à l'heure j'avais pris quoi? C'était 3 et 2. Voilà, donc là j'obtiens bien le bon résultat. Non, j'avais mis, c'était 3 fois, c'était 2 et 3, c'est pas très grave. Donc cette fois-ci, je peux faire référence justement au nom de ma fonction, par exemple, carré 5. Hop, j'obtiens combien? Là, il y a Timothée qui peut parler, mais bon. 25, bravo à Timothée. Donc je récupère, en fait, voilà, l'objectif c'est surtout de montrer justement comment je peux appliquer les fonctions à certaines choses. Alors, je tiens à signifier également, alors pourquoi il y a cet historique-là, sur le côté purement interprété en fait du script ici, hein, on le voit, puisque j'écris des instructions au fur et à mesure et ça les rajoute à ce qui s'est passé avant. Alors, si on regarde un tout petit peu ce qu'on fait, ici, c'est pas comme ça que je l'ai écrit, j'ai écrit que cette écriture était assez fastidieuse, mais en fait c'est quand même un peu lourd d'écriture. Hein. Pour pouvoir écrire une fonction, il va falloir écrire let, ensuite le nom de fonction, égale, et ensuite la déclaration de la fonction avec son expression fonctionnelle. Bon, les programmeurs, ils n'aiment pas trop justement quand c'est un peu trop compliqué. Donc là, c'est très rigoureux, c'est très intéressant, et il faut le présenter parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais on a la possibilité d'avoir des raccourcis.
Ok, et c'est comme ça qu'on va écrire les fonctions, parce que ça va être beaucoup plus simple, hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut tout simplement avoir cette expression-là. Donc, let le nom de ma fonction, ici le nom de mon argument. Et ensuite, au lieu d'avoir la flèche et l'expression, je vais écrire tout simplement égal et l'expression justement de ma fonction derrière. Donc, pour avoir ma fonction carré, je vais tout simplement écrire let carré x égale x fois x. Hein. Point virgule, 2 ça suffit. Alors, il faut bien comprendre que, attention à ne pas confondre avec, comment dire, c'est carré de x qui est égal à cette chose-là. Hein. C'est pas x, c'est égal à x fois x. Hein. Donc, quand on l'écrit à la suite, il faut bien le comprendre correctement. Hein. C'est pas une équation x égale x carré, notamment. Donc, ça marche. C'est pas un problème. Ça me permet justement de définir exactement la même chose que tout à l'heure. Et pour une fonction de plusieurs variables, eh ben, le principe va être le même. Donc elle s'appelait f. Je vais mettre les arguments les uns après les autres. Et ensuite égal et l'expression justement de ma fonction. Donc 3 fois x plus y. Et ensuite mes deux points virgules pour terminer l'instruction. Donc ça c'est strictement équivalent justement à ce que j'ai déclaré tout à l'heure. Ok. Et la dernière chose qui me reste à vous montrer pour aujourd'hui, parce que ça suffira justement, c'est comment écrire une fonction récursive. Alors ici, forcément, quand j'écris des fonctions récursives, alors l'objectif demain, c'est de faire un TP là-dessus. Donc vous allez d'abord passer pas mal de temps à écrire des petites fonctions pour rentrer un petit peu dans la logique de ce langage et dans la logique fonctionnelle. En gros, quand vous allez faire une fonction récursive, vous allez juste rajouter le mot-clé rec. Alors, ce mot-clé est essentiel, est obligatoire, vous ne pouvez pas vous en passer, justement, si vous avez une expression qui va être quand vous avez une fonction récursive. Donc, tout simplement, donc je vais écrire let, hop, rec, ensuite le nom de ma fonction, par exemple, ici, je prends l'exemple d'un factoriel. Ensuite, l'argument, factoriel de n, et ensuite je vais mettre mon expression. Donc, if n égale, je sais pas, j'ai mis n égale 0, ouais, n égale 0, then 1, else, je vais faire n fois factoriel de n-1. Alors, si vous faites, voilà. Quand j'écris cette chose-là, eh ben, c'est correctement interprété justement dans le langage Camel. Et ça me permet d'écrire des fonctions récursives et ensuite de les utiliser. Voilà. Alors, en ce qui concerne le cours, je ne vais pas en raconter plus aujourd'hui. Alors, je vais couper, tac, mon partage. C'est pas nécessaire. Donc vous pouvez récupérer le cours hein, pour ceux qui n'ont pas suivi le début, c'est pas très grave. Il est sur Pronote et il est sur. Alors, Ewan, est-ce que vous pouvez avoir. Bonjour Ewan, première chose. Est-ce que vous pouvez brancher votre micro? Ouais. Alors expliquez-moi. Expliquez-moi votre phrase. On l'a pas fait ensemble la dernière fois? Comment ça, vous aviez pas le lien? Si, vous l'aviez déjà. Vous l'aviez déjà parce que je peux vous le dire parce que du coup Enzo et enfin voilà était en panique justement pour le fait qu'il pensait qu'il allait être confiné et compagnie et Monsieur Mouillin m'a réveillé à 9h en m'appelant. Non mais je vous l'avais partagé la dernière fois. J'ai envoyé le message justement quand on était tous ensemble et vous m'avez même posé des questions le soir en pensant que vous étiez confiné. Vous vous en souvenez, Ewan? Et ouais, le lien c'est celui-là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le lien, je vous l'ai donné, c'est toujours le même, justement.
Donc dans le fil, alors en ce qui concerne nous, les terminales, là, euh, j'ai donc un fil de discussion Pronote qui s'appelle Suivi des cours de NSI et je vous donnerai les informations sur ce fil-là. Alors je sais très bien qu'en ce moment c'est compliqué, hein, parce que dès qu'on est en distanciel, des fils, on en a 12 000, moi y compris. Mais en tout cas, alors je répète, le jeudi, là ce mardi, moi je pouvais pas faire de visio. À part ce mardi-là, je ferai des visios tout le temps. Ok? Et c'est toujours le même lien. Donc je suis content aujourd'hui, ça marche, parce que si j'avais essayé de faire une visio mardi, de toute façon, c'était pas la peine, ça n'aurait pas marché. Mais on est d'accord, Ewan? Et les autres? Ok, donc comme ça me permettra de suivre les choses correctement. Cependant, Ewan, votre appréciation, votre absence, je vais l'enlever tout de suite, il n'y a pas de souci. Voilà. Ewan, est-ce que vous m'avez validé les vœux Parcoursup, du coup, maintenant que je vous ai sous la main? Donc le concours, vous le validez pas, ok? Mhm. Vous avez validé quel vœu, là, concrètement? Donc c'est les universités? Villetaneuse et le BUT, vous allez le valider ou pas? D'accord. Donc vous me le faites le plus tôt possible, s'il vous plaît, Ewan, parce que plus vous prenez du temps, plus ça va. Vous risquez d'avoir des problèmes. On est d'accord, mais pour le concours, je comprends bien, effectivement. Non, mais j'avais peur que vous validiez rien du tout, mais il faut valider ces deux vœux au moins université. Après le BUT, voilà, bon, ce serait bien de le faire par principe. Le concours, je comprends tout à fait que vous n'allez pas payer alors que vous n'allez pas participer. Mais les trois, vous me le validez. Ok? Ok, vous pouvez même le faire maintenant tout de suite, hein. Je vous avais mon autorisation pour aller le valider pendant le temps qui reste. On est d'accord, Ewan? Très bien. Alors, moi j'ai terminé a priori pour le cours aujourd'hui. Alors, ce que je peux vous proposer pour l'instant, alors l'ETP, il n'est pas encore mis en forme correctement, on va dire, notamment sur la deuxième partie. Mais je vous propose d'aller installer, alors, j'ai pas envie de parler de Python aujourd'hui, des maps et reduce. Donc je vais transformer ce que j'ai commencé à préparer. Alors, et ça vous permettra de travailler un tout petit peu et d'aller manipuler un petit peu le langage, ce que je viens de raconter justement. Ok. Donc pareil, je vais le mettre sur Pronote ou je vais le mettre sur... tiens, je vais le mettre sur Pronote à la séance de demain. Le cahier texte est publié, donc de toute manière, voilà. Vous pouvez y accéder. S'il y a un problème, vous me le dites. Et ça va vous permettre, vous allez essayer d'aller installer justement le Camel Light. J'ai coupé la vidéo d'ailleurs aussi, l'enregistrement. Donc je viens de le mettre sur Pronote. Je vous le mets là aussi également dans la session. Charger une présentation. Clac. Ouais, il veut du PDF, mais il le convertit en plus. Ok, donc théoriquement, vous devriez avoir le début. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Voilà.
Donc vous avez les quelques fonctions. Donc vous avez surtout le lien pour aller sur le site de l'INRIA, pour aller télécharger Camel Lite. Attention, vous ne m'installez pas Camel, hein, parce que voilà, c'est bien Camel Lite qu'il faut installer. Je vais faire la même chose de mon côté. Théoriquement, avec... j'espère que ça va marcher, parce que sinon on va être coincé. Si vous y arrivez, vous me le dites, hein. C'est installé?